Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est l'émission Zone de contact et Anthony Lefebvre qui vous accompagne. Ravi de retrouver les auditeurs et les auditrices de Maliba FM à Bamako sur le 99.5 FM. Et sans plus tarder, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Vladimir Poutine a tenu une longue séance de questions-réponses face à la population russe et aux journalistes. Un politologue marocain, un expert tunisien en géopolitique et un analyste français décrypteront les déclarations du président russe. Vladimir Poutine faisait face aujourd'hui à la presse et aux citoyens russes pour répondre à leurs questions lors d'une grande conférence faisant honneur à une tradition vieille de plus de 20 ans. Fait important, cette conférence du président russe est également ouverte aux journalistes étrangers. En 2014, le lanceur d'alerte américain Edward Snowden, qui entre-temps a obtenu la nationalité russe, a pu poser une question au président russe. Les questions portent plus souvent sur les domaines social et économiques, mais parfois, certains participants se font remarquer en posant des questions insolites. Au micro de Spoutnik Afrique, l'expert tunisien en géopolitique Rida Sidawi, le politologue marocain Abdelhak Najib et l'analyste français Bertrand Scholler ont commenté la conférence de presse du président russe. Alors, monsieur Scholler, quel bilan vous pouvez nous dresser de la ligne directe avec le président russe ? La première chose, c'est qu'il est toujours dans une grande clarté dans sa manière de s'exprimer, d'une grande transparence, et il y a une immense continuité. C'est-à-dire que quand on a de la mémoire, on se rend compte que le président Poutine s'exprime toujours avec la mémoire du passé et qu'il est en ligne avec les raisons qui l'ont amené à agir de telle ou telle manière. Donc il a une vraie constance. Ce qui est tellement opposé à tous les autres dirigeants occidentaux qui, eux, avancent un peu au gré du vent et au gré d'une stratégie qui est contraire à l'intérêt de leur peuple et à l'intérêt de l'humanité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a formidablement bien démontré Vladimir Poutine pendant sa présentation. C'est que il y a des présidents qui sont patriotes et qui s'intéressent à leur peuple et à l'humanité, et il y a des présidents qui sont des fossoyeurs, mais qui ne cessent de mentir et qui ne cessent d'aller contre l'évidence, le bon sens et surtout la vérité. Et il a quand même comparé la France actuelle à la France de Pétain par opposition à celle de De Gaulle. Ce qui n'est pas une faible comparaison. Il a également parlé de l'économie russe, il a fait le point sur l'état actuel de l'économie russe et pour nos auditeurs, je vous propose d'écouter tout de suite son analyse. Notre réserve de force est suffisante pour pouvoir nous maintenir et continuer cette réserve de solidité. On en a souvent parlé, je le répète, elle est assurée par plusieurs éléments. La première chose, et c'est le plus important, c'est une forte consolidation de la société russe. Deuxième point, c'est la stabilité du système économique et financier. C'était un étonnement pour nos prétendus partenaires, mais même pour la plupart d'entre nous, parce que au cours des dernières décennies, la Russie a accumulé des forces, une stabilité économique et financière. Et le troisième point, c'est l'expansion des capacités, notamment de nos capacités de défense. Il a déclaré que l'économie russe enregistrera une croissance de 3,5% cette année et qu'elle compensera les pertes de l'année dernière. Alors, monsieur Scholler, comment analysez-vous ces résultats obtenus dans un contexte de sanctions anti-russes, que je rappelle, sans précédent ? Alors, d'une part, c'est y compris pour moi une vraie surprise, parce que les sanctions qui ont été celles imposées à la Russie sont juste inimaginables. Je ne sais pas si beaucoup de pays auraient été capables de résister à de telles sanctions, puisqu'il y en a qui étaient créées avec l'envie de créer des mouvements populaires en Russie, quand ils ont supprimé les cartes bleues, la possibilité de se déplacer, les attaques sur les médias, etc. Ça a été considérable, mais aussi sur la nourriture, sur les énergies. Et la Russie, non seulement, comme le président Poutine le rappelle, sort renforcée,
c'est-à-dire que les pertes d'une année sont compensées largement l'année suivante, et surtout, ça se passe avec une maîtrise de l'inflation. C'est-à-dire que là où en Europe, il y a une inflation partout avec 2 chiffres, l'inflation russe, elle est totalement maîtrisée et les perspectives de croissance sont très fortes parce qu'il y a énormément d'investissements qui viennent de l'étranger. Donc de Chine, d'autres pays, etc. En réalité, la Russie est un pays qui représente l'avenir. Et ça, c'est quelque chose de fou après de telles sanctions que aussi rapidement, la Russie ait montré non seulement de la résilience, mais une capacité à anticiper tout. Et il faut dire que les sanctions en 2014 avaient déjà été fortes. Alors, Monsieur Scholler, je vais passer à un thème central de l'intervention de Vladimir Poutine. Je parle bien évidemment de l'opération spéciale en Ukraine. La paix surviendra quand nous aurons atteint nos objectifs. Si nous revenons aux objectifs, ces objectifs ne changent pas. Je rappelle ce qui avait été dit à l'époque, la dénazification de l'Ukraine, sa démilitarisation, son statut neutre. Regardez ce qui se produit sur le plan de la dénazification. Au cours des négociations jusqu'à une certaine étape, qui s'était déroulé avec après le projet d'accord, ce dont les autorités de Kiev avaient parlé, ils n'étaient pas d'accord avec le fait qu'il fallait une dénazification. Et ils disaient qu'il n'y avait pas d'augmentation de ces humeurs néo-nazis. Comment nier ça alors qu'on n'a même pas de néo-nazis, mais des nazis directs qui étaient glorifiés en Ukraine comme Bandera. Le dirigeant de l'administration de Kiev aujourd'hui, qui avait dit devant le monde entier, debout, qui applaudissait un ancien soldat SS qui avait directement participé au Holocauste, qui a éliminé 1,5 million de Juifs en Ukraine et qui était debout pour saluer ce prétendu héros. Comment c'est pas une glorification du nazisme, ça? Donc, Poutine a déclaré qu'il y aurait la paix lorsque la Russie atteindrait ses objectifs. Et donc, quelle est votre réaction à ces déclarations du président russe? D'une part, il a de la constance, c'est-à-dire qu'il rappelle pour les gens qui l'auraient pas compris la raison pour laquelle il parle de dénazification. Il parle de dénazification parce que, comme il le dit, Bandera a été considéré comme un héros de l'Ukraine. Or, c'était un allié des nazis. Et donc, un pays qui décide de glorifier les alliés des nazis, pour Vladimir Poutine, ce n'est pas possible. Ça montre qu'il y a une mentalité qui est mauvaise. Ensuite, il insiste effectivement sur le fait que l'Occident donne gratuitement, entre guillemets, des tas d'armes, des tas d'aides à l'Ukraine. Et donc, ça sous-entend que quand cette gratuité finira, l'Ukraine appartiendra, entre guillemets, à l'Occident, elle sera dépecée. Et surtout, il dit que toutes ces armes sont complètement gâchées. Parce que c'est les vies qui tombent, des centaines de milliers de morts en Ukraine, mais surtout, il cite, je crois, des centaines de chars, 730 chars, et des milliers de véhicules blindés qui ont été détruits pendant la contre-offensive. Mais surtout, il insiste sur le fait qu'il faut pacifier l'Ukraine, démilitariser l'Ukraine, et il cite quand même tout le sud de l'Ukraine comme russe. C'est-à-dire que comme il sent que l'Ukraine est un pays qui va être complètement défaillant, c'est-à-dire que sans la perfusion d'aide militaire et d'aide financière de l'Occident, l'Ukraine n'est plus un pays. Et il se dit, est-ce que pour sauver au moins une partie de l'Ukraine, il vaudrait mieux pas que cette partie rejoigne la Russie dans son intérêt, puisque le reste va être abandonné comme une espèce de no man's land, en fait, qui sera dépecé par les pays voisins. Monsieur Scholler, on a également la bande de Gaza, la situation dans la bande de Gaza, qui a été évoquée par le président russe, et je vous propose de l'écouter tout de suite à ce sujet. Ce qui se passe est une catastrophe. Nous avons parlé d'une situation donc liée à la crise ukrainienne, mais tous les présents, le monde entier voit
ce qui se passe lors de l'opération spéciale en Ukraine et ce qui se passe sur la bande de Gaza. Eh bien, il n'y a pas de comparaison. Là, il y a des milliers de femmes et d'enfants. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a parlé du secteur de Gaza comme du plus grand cimetière d'enfants du monde. Je crois que ces mots en disent long. Monsieur Scholler, donc, selon lui, il n'y a rien de commun entre la manière dont Israël agit en Palestine et celle dont la Russie agit en Ukraine. Que pensez-vous de cette déclaration et des raisons pour lesquelles les médias occidentaux font absolument du deux poids deux mesures lorsqu'ils couvrent ces conflits? Alors, d'une part, il y a une première chose. C'est avant de lancer l'opération spéciale, le président Poutine a envoyé des lettres et il a donné toutes les alternatives possibles à une opération militaire. Et rien n'a été écouté. Et je vous rappelle qu'il y avait eu Minsk 1, Minsk 2 au préalable. Il a reçu beaucoup de présidents, dont le président français à maintes reprises, pour essayer de trouver des solutions et éviter cette opération spéciale. Elles n'ont pas été trouvées. Ça n'a pas été le cas à Gaza, puisque immédiatement après le 7, dès la soirée, les bombardements ont commencé et ils n'ont jamais arrêté, même avec le début des libérations d'otages, même avec les milliers de morts civiles, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Russie n'a pas fait de bombardements aériens massifs sur les villes, comme ça a été fait par Israël sur la bande de Gaza et comme ça a été fait régulièrement par l'Occident, que ce soit en Libye, en Irak, en Yougoslavie, etc. C'est-à-dire que beaucoup de soldats russes sont morts pour préserver la vie des civils. Puisque je rappelle que les instructions de Vladimir Poutine depuis le début de l'opération spéciale, c'est de ne pas tuer de civils innocents, au risque que beaucoup de soldats russes meurent en plus que ce qui aurait été le cas si jamais il y avait une stratégie otanesque, entre guillemets, ou israélienne aujourd'hui à Gaza. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est qu'au fur et à mesure où la Russie rentre dans le Donbass, etc., eh ben, elle améliore considérablement les conditions de vie des civils qu'elle trouve, en les payant, en mettant le rouble en place pour avoir des magasins pleins, en réparant. Il n'y a qu'à regarder la ville de Mariupol, les milliers d'ouvriers et d'ingénieurs russes qui sont là-bas et qui sont en train de réparer cette ville à une grande vitesse. Et c'est pareil partout. Et ça, c'est la troisième différence, puisque quand on observe ce qui se passe à Gaza, eh ben, une fois que l'armée a, entre guillemets, conquis une partie de Gaza, eh ben, au lieu de réparer pour les habitants qui étaient restés dans cette ville, non seulement les hommes sont emprisonnés, c'est-à-dire qu'ils sont tous soupçonnés d'être des ennemis, et les restes des immeubles qui étaient intacts sont détruits. On a même vu le palais de justice, la Cour suprême de Gaza, être détruite à l'explosif, alors qu'elle était debout, qu'il n'y avait personne dedans, et que a priori elle devrait resservir, à moins qu'Israël annonce qu'il a décidé de conquérir Gaza et de prendre Gaza pour en faire, je sais pas, des produits immobiliers ou gaziers. On va passer à un autre sujet. On va passer sur le thème de la dédollarisation. Vladimir Poutine a été interrogé sur le projet du nouveau président argentin de passer du peso au dollar. Et je vous propose d'écouter tout de suite ce qu'a dit Vladimir Poutine à ce sujet. Évidemment, tout le monde sait que l'idée du président nouvellement élu de l'Argentine, c'est de revenir au dollar. C'est une décision souveraine qui appartient à chaque pays. Mais premièrement, en Argentine, l'inflation est de 143%. Et effectivement, il y a beaucoup de problèmes qui datent des dirigeants d'avant sur le règlement des emprunts dont avait bénéficié l'Argentine et qui viennent de sources différentes. Ici, la logique, elle est compréhensible. Bien évidemment, ça signifie aussi une perte significative de la souveraineté du pays. Et si les dirigeants argentins, pour des raisons qu'on connaît, qui sont liées aux problèmes économiques actuellement, on voit évidemment qu'il n'y a pas d'autre façon. Évidemment, c'est quand même une perte de souveraineté. Ensuite, il y a la composante économique
Même l'indexation au dollar entraîne toujours des conséquences économiques et sociales qui sont longues. On a commencé à nous faire des problèmes pour les règlements en devises étrangères. D'ailleurs, ils se sont tirés une nouvelle fois dans le pied. La possibilité d'utiliser le dollar et la monnaie comme monnaie universelle et comme monnaie de réserve. Ils voulaient nous punir, mais non, pas du tout. Plus nous utilisons les monnaies nationales dans les règlements financiers, mieux c'est. Cela renforce notre souveraineté et nos capacités. Poutine a déclaré que l'indexation au dollar entraînait toujours des conséquences socio-économiques graves. Pour Poutine, l'utilisation des monnaies nationales renforce les capacités de la Russie. Il ajoutait que les Occidentaux se sont tirés une balle dans le pied en bloquant l'accès de la Russie à l'utilisation de l'euro et du dollar. Monsieur Scholler, comment l'utilisation des monnaies nationales et la dédollarisation contribueront-elles à la formation d'un monde multipolaire pour vous ? Alors, dans le cadre des BRICS, dont la Russie est un des pays cofondateurs avec le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ils ont insisté lors du dernier sommet en Afrique du Sud à la nécessité que chaque pays soit souverain avec sa propre monnaie et que les instruments internationaux permettent de fluidifier les échanges sans imposer comme monnaie d'échange une monnaie unique, le dollar, ou un panier de monnaie qui est dominé par le dollar, l'euro et le yen, pour simplifier, avec un peu de franc suisse et de yuan. Donc, quand l'Argentine va dans ce sens-là, elle va en sens inverse de l'histoire. D'ailleurs, l'Argentine devait rejoindre les BRICS. Il semblerait qu'ils aient décidé de ne pas rejoindre les BRICS et ils font même une machine complètement arrière puisqu'ils enlèvent totalement la souveraineté monétaire de leur pays. Et donc, ça veut dire que le pays annonce qu'il est vassalisé complètement par les États-Unis. Je ne sais pas si les Argentins ont réalisé que c'était le projet de leur nouveau président. On a Vladimir Poutine qui a parlé également d'un ordre mondial qui, selon lui, est basé sur des règles qui changent tout le temps. Je vous propose de l'écouter tout de suite. En ce qui concerne les règles, les fameuses règles d'ordre mondial, non, elles n'existent pas. C'est des règles qui changent tous les jours en fonction de la conjoncture politique et des intérêts de la minute présente. Et oui, cela peut avoir une influence sur la situation si dans le monde il y a suffisamment de forces, de pays qui veulent vivre non pas selon ces règles édictées, mais selon les règles qui sont stipulées dans le document fondateur qui est la charte de l'ONU et les documents qui correspondent aux intérêts de chacun des pays et de chacun de nos partenaires, sans imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, sans établir de bloc militaire, mais simplement en travaillant pour le développement commun à tous. Et c'est à cela que se consacrera la Russie dans son travail. Et donc, Monsieur Scholler, selon vous, comment la Russie fera lorsqu'elle prendra la présidence des BRICS pour mettre en place un nouvel ordre mondial plus juste et plus équitable ? Alors, dans sa présentation, Vladimir Poutine a parlé de Coubertin et des Jeux Olympiques qui vont avoir lieu en même temps en France que la présidence des BRICS par la Russie. Et d'ailleurs, le sommet aura lieu à Kazan. Et à cette occasion, il y aura des Jeux Olympiques, entre guillemets, version BRICS, qui vont avoir lieu. Parce que ce que dit Vladimir Poutine, c'est que tout aujourd'hui est instrumentalisé par l'Occident. Le sport, les médias, l'économie, les matières premières, les échanges internationaux, absolument tout. Et les grandes organisations internationales ne jouent pas leur rôle. Puisqu'aujourd'hui, il y a tellement de décisions qui ont été prises pour dire qu'il faut, un cessez-le-feu immédiat à Gaza, qu'il faut arrêter la colonisation, qu'il faut, et ce n'est jamais respecté. Alors que si la Russie ou un pays qui n'est pas dans l'ordre mondial décide de faire quoi que ce soit, immédiatement,
ce pays va être incriminé, va être sanctionné, va être mis au banc de l'humanité d'une certaine manière. Je rappelle quand même que la Cour pénale internationale, sur la base d'informations manifestement extrêmement biaisées et certainement pas sérieuses, a décidé d'envoyer un mandat d'arrêt international contre le président russe, Vladimir Poutine. Ce qui l'empêche pas de se déplacer dans de très nombreux pays. Dans les pays arabes notamment, on a vu son déplacement récent à Abu Dhabi qui a choqué la communauté occidentale. Et en Arabie Saoudite, où il était même accompagné par des avions militaires russes qui ont atterri dans les pays en question, ce qui est rarissime. Et donc, il a même été reçu, je rappelle pour nos auditeurs, il a été reçu avec les honneurs. Et si vous vous souvenez des images assez incroyables de l'arrivée de Vladimir Poutine, c'était assez grandiose. Ah, exactement. Et même les avions, les chevaux, et puis l'attitude physique. C'est-à-dire que l'attitude physique vers Vladimir Poutine et pas l'attitude vers un homme politique avec qui on veut discuter. C'est vraiment fraternel. C'est-à-dire qu'il y a un respect et une fierté pour ces pays-là d'avoir la visite de Vladimir Poutine qui n'ont pour aucun autre président du monde aujourd'hui. Je rappelle juste que la manière avec laquelle Ben Salman serre la main et prend dans ses bras Poutine, alors qu'il fait juste un check avec Biden, genre je veux pas te serrer la main, et avec Macron, il n'a pas pu les rencontrer pendant la COP28. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas rencontrer Macron. Donc ça montre bien que la diplomatie internationale, l'évolution des relations internationales est en ligne avec ce qu'explique Vladimir Poutine. C'est qu'il faut un monde multipolaire dans lequel tous les pays sont respectés, dans lequel tous les chefs d'État sont respectables parce qu'ils ont été élus. Vladimir Poutine, qui a annoncé qu'il était de nouveau candidat, est quelqu'un qui est respectable. C'est une grande démocratie, la Russie. Et il faut vraiment que les gens aient visité la Russie pour réaliser que ça ne ressemble pas du tout à l'Allemagne de l'Est ou aux pires années de l'URSS. C'est un pays dans lequel les gens sont libres. Et d'ailleurs, dans son discours, Vladimir Poutine insistait sur la mise en place des conditions pour que les gens soient de plus en plus libres de s'exprimer. Mais évidemment, pas de nuire à la Russie ou pas de nuire à l'humanité. Et c'est ça, cette grande différence. C'est-à-dire qu'en Occident, les gens ne sont pas libres quand ils veulent dire la vérité, quand la vérité dérange. Alors qu'en Russie, on interdit aux gens de dire des mensonges. Alors je sais que c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui disent bah oui mais les mensonges en Russie est-ce que c'est pas la vérité ? Non, justement. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une dignité, il y a un honneur, il y a un sens des valeurs qui a disparu en Occident et qui est complètement là en Russie. Pourquoi ? Parce que les gens vont à l'université, qu'ils apprennent, qu'ils sont cultivés, qu'ils font du piano, qu'ils font de la littérature, qu'ils font tout, qu'ils apprennent l'histoire, mais la vraie histoire, pas une histoire réécrite. Et j'insiste là-dessus parce qu'on est dans un moment indispensable de l'histoire du monde où il faut que les gens réalisent qu'on leur ment en Occident. Il faut écouter Vladimir Poutine et écouter ce qu'il dit depuis 3 ans. Et depuis 30 ans en réalité. Je vais terminer avec Emmanuel Macron, puisque on a Vladimir Poutine qui a répondu à une question du correspondant de TF1 qui était sur place. D'ailleurs, en Russie, moi j'ai eu l'occasion de voir dans les médias russes, il y a ce geste qui a été déjà remarqué. C'est-à-dire qu'on a des correspondants de médias turcs et chinois qui ont posé une question en russe à Vladimir Poutine, alors que le correspondant de TF1, lui, s'est contenté de la poser en anglais. Déjà, on constate cette petite différence et je voudrais écouter avec vous la réponse de Vladimir Poutine sur les relations franco-russes. Nous avons eu des relations de travail qui étaient bonnes, positives. Vous savez que j'ai été en France et M. Macron est venu en Russie. Nous avons toujours eu un agenda qui a été riche sur le plan de nos relations bilatérales et sur les questions internationales aussi. Nous sommes prêts à
poursuivre notre coopération, mais à partir d'un moment, le président français a cessé les relations avec nous. C'est pas nous qui avons arrêté, c'est pas moi, c'est lui. S'il y a un intérêt, oui, nous sommes prêts. S'il n'y a pas d'intérêt, eh ben on s'en passera. C'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire ici. Nous ne rejetons pas les contacts. Mais si les pays européens, et en particulier la France et son président, ne veulent pas nous parler, c'est leur choix. Personne ne juge. Nous avons suffisamment de quoi faire, mais s'ils veulent parler, nous sommes prêts. Selon Poutine, je rappelle, il a dit que c'est la France qui a arrêté les contacts avec la Russie. Et donc, Monsieur Scholler, selon vous, pourquoi le président russe laisse la porte ouverte à la France malgré un contexte de sanctions anti-russes qui est quand même inédit, mais surtout dans lequel Paris prend activement part? Alors, Paris prend plus qu'activement part. Je sais que la plupart des Français considèrent que notre président est pas quelqu'un de haut niveau, etc. Les gens de l'opposition, c'est complètement faux. Il a une grande part de responsabilité et de pilotage dans ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, mais également au niveau international. Mais Vladimir Poutine, comme n'importe qui devrait le faire, ne confond pas les dirigeants d'un pays et les peuples. Le peuple français et le peuple russe ont toujours été amis. On a toujours été liés par l'histoire. On a la même culture chrétienne. Vous êtes orthodoxe, nous on est catholiques, mais c'est la même culture. Ce sont les mêmes racines. On aime les mêmes écrivains, on aime les mêmes musiciens, on aime les mêmes peintres. On a la même histoire. Il faut aussi rappeler la contribution mutuelle entre la France et la Russie. Je rappelle, lors de la Première Guerre mondiale, on a le corps expéditionnaire russe qui est venu soutenir la France. Et beaucoup de soldats russes sont morts pour la France. Et vice-versa, oui. Lors de la Seconde Guerre mondiale, on a un bataillon qui, ici en Russie, est honoré, c'est le bataillon Normandie-Niemen. On a des aviateurs français qui sont venus aider la Russie, l'URSS de l'époque, à combattre les nazis sur le front de l'Est. Et cet héritage est encore aujourd'hui respecté ici. Mais je vais vous raconter juste une anecdote. Je connais des gens qui avaient un club aérien en Normandie avec des vieux avions. Et entre autres, un vieil avion russe. Et ils contactent les Russes pour savoir s'ils pouvaient avoir des plans pour essayer de le remettre en état, etc. Ce qui s'est passé, c'est que non seulement les Russes ont envoyé des ingénieurs, ils ont envoyé les plans, ils sont venus avec des pièces, ils ont remis l'avion à neuf gratuitement, mais juste par fierté et sans aucune autre contrepartie. Quel pays fait ça aujourd'hui ? La Russie est vraiment fière de son histoire, fière de ses racines, de toute son histoire. Mais nous, en Occident, on détruit notre histoire pour une culture woke, pour une culture LGBT+. Enfin, qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui arrive ? Franchement, moi, je suis de plus en plus inquiet de ce qui se passe en Occident et admiratif de ce qui se passe en Russie. Parce que, justement, vous avez un président qui reste diplomate en permanence, malgré cette volonté de nuire, tous nos ministres qui péroraient en disant on va détruire la Russie, on va mettre la Russie à genoux. Mais pour le faire, ils visaient le peuple russe. C'est ça qui est incroyable. C'est que la cible, ce sont les peuples. Alors que la Russie, justement, respecte le peuple français et s'adresse au peuple français en faisant ça. Mais pas pour conquérir la France, juste pour dire aux Français, ouvrez les yeux, vous êtes trahis. À la tête de votre pays, ce n'est pas De Gaulle, c'est Pétain. Un Pétain qui livre au système les gens qui résistent, qui osent dire ce qui est dit n'est pas la vérité. Aujourd'hui, dire la vérité en France, c'est dangereux. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre compte Telegram Spoutnik Afrique officiel pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.